Que ce soit dans la vie ou la mort, aucune autre nation au monde ne montre plus de passion et d'admiration pour ses héros que l'Argentine. De l'héritage politique de la charismatique Evita Perón, en passant par le génial musicien Carlos Gardel, dont la tombe est un sanctuaire pour ses fans de sexe féminin, jusqu'à bien sûr l'immense talent de Diego Armando Maradona. Ces trois personnages sont l'objet d'une adulation permanente de la part du public. Mais les fanatiques de football argentin ont placé Maradona dans une catégorie à part. Saint ou pécheur, peu importe, tant que son sublime talent faisait taire les critiques, lors de matchs que même Evita et Carlos Gardel suivaient passionnément. Le rythme sensuel du tango de Carlos Gardel, devenu le passe-temps favori du pays, a toujours été rapproché aux racines qui le liaient à Boca et qui en ont fait un des favoris de la nation. Avec Maradona, le public a trouvé un symbole qui lui permettait de laisser libre cours à sa passion. Es así, se lleva la sangre de muchos años desde que se creó el fútbol. Es algo inexplicable que se lleva en el corazón. La pasión en el fútbol nace fundamentalmente en sus hinchas, que quieren tener la satisfacción de que su camiseta sea un hecho de triunfo. ¿Cómo quién? Soy yo, todos nosotros, los miles de hinchas que son el aliento del barrio simulando el corazón de los que juegan. Maradona a donc bénéficié d'un soutien inconditionnel des fans. No está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido. Prêt à tout lui pardonner et à oublier ses frasques tant qu'il parvenait à les combler sur le terrain. Et bien sûr que les résultats suivaient. La passion pour les clubs en Argentine ne connaît aucune limite et peut se comparer au patriotisme du mouvement péroniste qui a canonisé Evita. L'énigmatique Maradona et le romantique Gardel sont considérés par beaucoup comme membres d'une même famille, avec une image publique que certains tentent de glorifier et d'autres de détruire. L'Argentine est un pays au contraste très riche, avec une partie clairement tournée vers l'Europe, mais aussi un solide enracinement en Amérique latine. La capitale Buenos Aires est un exemple frappant de ces racines porteños du début de l'ère coloniale, où tous les talents artistiques et tous les moyens d'expression les plus extrêmes peuvent s'exprimer. Ce qui dessine, dans un délicat mélange de caractères latins et britanniques, une société empreinte de tradition. Une société dans laquelle la musique n'est jamais très éloignée. Les manifestations publiques désormais autorisées par le droit démocratique, les vieux réflexes dictatoriaux restent donc l'expression de la violence d'un passé révolu. Les paysages argentins sont aussi diversifiés et bigarrés que la population elle-même. Malgré un soupçon d'idéalisme toujours bien ancré, ce qui prédomine aujourd'hui, c'est la force de caractère du peuple, issue d'une histoire politique très mouvementée et de crises économiques, et qui voit émerger un géant industriel et sportif sur le continent. La densité et la diversité des communautés vivant à Buenos Aires a aussi pour conséquence de provoquer une concentration inhabituelle de clubs. Résultat, c'est la ville du monde où se disputent le plus de derbys. Certains terrains sont seulement à quelques mètres les uns des autres, mais les équipes parviennent tout de même à s'assurer la fidélité de nombreux supporters, chacun ayant sa propre identité. El que se da
Les plus grands classicos ou derby sont Vélez Sarsfield contre San Lorenzo, River Plate contre Boca Juniors et Independiente contre le Racing, soit autant de spectacles et d'atmosphères explosives où seule la victoire est acceptée par les plus fervents supporters. Les joueurs sont alors comme des gladiateurs qui défendent l'héritage de chaque club, constamment sous pression d'un public survolté, encore avivés par des entraîneurs qui savent que leur poste est en permanence remis en question. À chaque fois, dès le coup d'envoi, les entraîneurs se demandent ce à quoi ils vont bien pouvoir s'attendre. Le champion d'Argentine est encore soumis à un enjeu supérieur, car le club titré a aussi souvent remporté un des trophées continentaux, synonyme de prestige supérieur, et plus important encore, synonyme de manne financière substantielle. L'intimidation et le caractère excessif des fans sont souvent attribués à l'influence des porteños. Buenos Aires ayant la moitié de sa population d'origine, soit italienne, soit espagnole, aucune famille ne supporte la même équipe. La plupart des joueurs ne se laissent pourtant pas intimider, grâce notamment à une technique qui leur permet souvent d'aller s'exprimer outre-Atlantique. Le joueur argentin s'est en effet toujours bien exporté, puisque plus d'une centaine d'entre eux évoluent en Europe. Chaque derby est un drame qui attend son épilogue, où l'art de la fête et de la célébration semble maîtrisé par tous les Argentins. Où les passions sont exacerbées et où l'arbitre devient invariablement la cible régulière de tous les fanatiques et souvent la raison invoquée de la défaite. Le cœur de la capitale est assurément le territoire de Boca. Quartier d'origine de Boca Juniors et de River Plate, il a maintenu un flux constant de migration italienne génoise. Aujourd'hui, comme à l'époque des premiers bateaux arrivés d'Europe, il y a un siècle. Ce qui en a fait un quartier coloré, très animé, avec une ambiance unique à Buenos Aires. Romancé, idéalisé par son fils adoptif le plus populaire, Carlos Gardel. Il est devenu le symbole du tango et du rebelle Malevo, le parler particulier des danseurs de rue. L'un des faits marquants reste néanmoins la scission entre Boca Juniors et River Plate. Les frères de sang se sont séparés au terme d'une querelle qui reste profondément ancrée aujourd'hui et qui rend la rivalité encore plus intense et mouvementée. Bien que la pauvreté ait été un compagnon toujours trop présent, l'optimisme et l'esprit des premiers immigrants sont devenus le symbole des supporters de Boca Juniors aujourd'hui. Leurs portraits décorent les murs extérieurs du stade, ainsi que les traditionnelles couleurs jaune et bleu, couleurs reprises du premier bateau d'immigrants à être entré dans le port, un navire suédois. Pendant ce temps, River Plate a donc opté pour le fameux maillot blanc, rayé de rouge. Somos primos hermanos y lleva a que esta locura se haya transmitido por años. Y creo que es lo lindo del fútbol, porque lo lindo del fútbol es la rivalidad, la pasión, la polémica. Y en Boca River es el punto máximo del fútbol argentino. Creo que lo vive el país, los hinchas de River, los hinchas de Boca. Así que es un partido muy sentido y que todos quieren ganar. Pero el clásico Boca River hay que sentirlo en la cancha, hay que sentirlo durante la semana, antes y después de la semana. Hay jugadores que fueron compañeros míos, que jugaron en equipos europeos, como Real de Madrid, como Barcelona, y ellos dicen que nada que ver con lo que es un Boca River. Y no sé si se puede igualar en el mundo. La Bombonera, ou boîte de chocolat, a gagné son surnom à cause de ses gradins très raides et de leur proximité avec le terrain. La présidence du club vit toujours dans l'ombre de l'ancienne équipe en place avant la prise de pouvoir dramatique du jeune et très controversé président actuel, Mauricio Macri.
que queremos ver a Boca entre los grandes del fútbol mundial, porque nosotros tenemos una hinchada más grande que el Milan, el Real Madrid o la Juventus. Il y a 4 ans, la situation financière du club était alarmante et les caisses étaient vides. La riche famille Macri a donc pris les rênes du club en promettant de renouer avec le glorieux passé. Avec l'introduction en bourse, une des promesses était de retrouver un nouveau Maradona. La première chose faite par Maurizio Macri a été de reconstruire le fameux stade en un temps record pour persuader les fans que le changement était non seulement bon pour le club, mais surtout essentiel. Ahora hemos hecho una nueva camiseta con Nike, que es el proveedor de indumentaria de Boca a partir de ahora, con uno de los contratos más importantes del mundo, 20 millones de dólares por 5 años. Le potentiel et la valeur de Boca sur le plan du merchandising est presque illimité. Et si l'équipe retrouve le chemin de la victoire, Macri sait qu'il est assis sur une mine d'or. Acá tenés el escudo de Boca, historia de una pasión sin igual. Vamos, vamos los Geneise, vamos Geneise, vamos a ganar. Somos la mitad más uno, somos el pueblo y el carnaval. Boca te llevo en el alma y cada día te quiero más. Boca es lo máximo. Decir fútbol en Argentina es decir Boca. Alors que Boca est le favori de cœur de la plupart des fans, les titres sont eux pour River Plate. Connu sous le nom de Los Millonarios, après leur séparation avec Boca, pour un quartier plus élitiste encore de Buenos Aires, il est devenu le club le plus titré d'Argentine. Il a aussi souvent été soutenu par les plus grands politiciens, et son stade a même fréquemment accueilli l'équipe nationale. Les titres de champion remportés par River ont aussi été complétés par de nombreuses coupes continentales, dont notamment la Copa Libertadores et la Supercopa. Le soutien massif du public a également très souvent joué un rôle primordial lors de matchs décisifs disputés à domicile. Le club peut aussi s'enorgueillir de régulièrement sortir de jeunes talents, toujours prêts à marcher dans les traces des stars qui partent vers la très lucrative Europe. River est aussi un club qui connaît le succès car ses supporters n'acceptent rien d'autre que l'équipe dans son ensemble collectif. River está entre los 10 equipos más importantes de fútbol del mundo. River tiene 24 campeonatos logrados en la Liga Argentina, 8 más que el club que usted mencionó. Les titres remportés sur le plan national, continental ou encore international ont toujours contribué à donner une image très positive de River durant toutes ces années. Il est devenu plus une institution qu'un club, offrant une myriade d'activités extrasportives. Et il emploie plus de 1000 personnes par jour, avec également un merchandising particulièrement développé. Le stade monumental est aussi chaleureux que la Bombonera et suffocante. Quant à Ramon Diaz, l'entraîneur, ancien joueur de River, c'est lui qui a maintenu le club au sommet. En la historia de este Club Atlético River Plate sabemos que tiene grandes jugadores y principalmente de divisiones inferiores. Yo creo que todo el éxito que tiene, tanto a nivel nacional como internacional, es producto de todas las divisiones inferiores. Plus proche du Colisée de Rome, le Monumental est une sorte d'hommage rendu à l'équipe la plus régulière du championnat. El hincha de fútbol vive el clásico una semana antes, se prepara, pinta sus banderas, está toda la semana hablando del partido y lo disfruta de una manera muy especial, ¿no? Et quand le jour du derby approche, la folie médiatique pour le classico des classicos ne fait qu'aller crescendo. Francisco Paco Varallo est l'ancien joueur qui connaît le derby Boca River mieux que quiconque. À 88 ans, Varallo est le dernier survivant de la première Coupe du Monde en 1930 et reste encore le recordman des buts inscrits. Sous les couleurs de Boca, il a en effet terminé 7 années consécutives meilleur buteur du championnat. Pour lui, aucun match ne peut être comparé à l'intensité de ces duels, chaque match étant une finale.
Ya le dije que era el placer más grande que yo sentía ganarle a River. Les rencontres attirent aussi bien les hommes que les femmes. Le principal étant la victoire, encore plus que le titre de champion. Gagner le derby, c'est ce qui compte le plus pour les familles et les joueurs qui refusent d'oublier les vieilles querelles du passé. La plus grande satisfaction de Varallo, c'est d'avoir toujours marqué lors des derbys. Et il se souvient encore précisément de chacun de ses buts. Même si le corps a pris quelques années, le frisson du but ne l'a jamais déserté. Et l'exemple de Paco peut s'appliquer à tous les joueurs dont l'engagement doit être total. Cuando perdíamos un partido, después que me bañaba y todo, me quedaba en los vestuarios hasta que se fuera toda la gente, porque me daba vergüenza o por verlo a la hinchada que sufrían. L'engagement de Varallo envers son club et son pays n'a jamais pu être mis en doute. Malheureusement, une sérieuse blessure au genou a stoppé prématurément son illustre carrière. Lorsque le derby se dispute à Boca, il revêt une saveur particulière avec le retour des cousins à leurs racines. Et tous veulent en être. Et forcément, la police est omniprésente. Alors que la tension monte, les supporters de Boca, appelés les Barra Bravas, sont surveillés de près, étant donné leur passé sulfureux. La police vérifie le moindre objet de façon à ne pas laisser passer d'armes. Une précaution devenue nécessaire à cause des confrontations passées et du désir de Macri de conserver un certain sens de l'ordre. Afin d'éviter de possibles débordements, le club s'est attaché les services d'un des ténors des Barra Bravas, devenu responsable du maintien de l'ordre entre les supporters et la police. L'avant-match est similaire à l'ambiance d'un concert rock, le stade devenant l'arène d'un véritable spectacle. Boca, por favor, ganá hoy, por favor. Y lo especial es que se está todo el año esperando este partido. A la hinchada de Boca es espectacular. Cuando uno conoce el hincha de Boca, es lo mejor que hay en el mundo. Boca tiene más corazón, Boca es más alegre, River es muy amargado. Les équipes arrivent aussi surveillées que des têtes couronnées, avec la police cherchant à les protéger de la passion des fans. Mais l'intimidation fait partie du rituel, et la police est en général plus encline à regarder le match qu'à procéder à des arrestations. À l'intérieur du stade, la vraie bataille s'intensifie, le nombre des fans de Boca étouffant les chants de ceux de River. Les chauffeurs de foule sont partout. Du célèbre Rauleta jusqu'aux nouvelles recrues. Et même Maradona se joint à la fête. Et comme toujours, lorsque les équipes font leur apparition et que le coup d'envoi est proche, le stade est au bord de l'explosion. Aucun autre match ne suscite autant de passion. Les chants de Boca sont assourdissants pour étouffer ceux du rival, le tout dans une cacophonie de feux d'artifice, à tel point qu'on se croirait plus dans une zone de guerre qu'à un match de football. Même lorsque River était champion, il a toujours trouvé en Boca un coriace adversaire, et ce, quelle que soit la saison. Le premier but de Boca rend Maradona fou de joie, lui qui reste autant adulé par les joueurs et les supporters qu'à l'époque où il jouait.
Les supporters de Boca sont bouillants, espérant voir leur club prendre définitivement le match à son compte. Mais au contraire, c'est River qui parvient à renverser la situation à son avantage. Grâce à Ortega, danger permanent pour la défense adverse, avec la touche finale signée du Chilien Salas. Les supporters de River en profitent forcément pour donner de la voix et Carlos Bilardo, l'entraîneur de Boca, pour laisser apparaître son dépit. Le match est équilibré mais laisse parfois place à un engagement plutôt musclé. Ortega continue lui de martyriser la défense adverse. Toujours enthousiastes, les supporters de Boca montent alors le ton, bien décidés à ce que l'équipe profite de cet avantage de jouer à domicile. L'atmosphère est électrique. L'arbitre semble être l'homme le plus occupé sur le terrain, obligé au plus grand discernement pour évaluer la part de réel et de fiction dans les fautes commises. De nouveau en tête, les supporters de Boca ne se privent pas pour se moquer de leurs homologues de River, toujours furieux de la décision de l'arbitre. Alors que Boca continue de pousser dans l'espoir de plier la rencontre, Bilardo semble se soucier de sa défense. À juste titre. Un but de la tête remet à nouveau les deux équipes à égalité, provoquant la réaction immédiate des pétillants supporters de River. Les occasions se multiplient. De quoi faire briller les gardiens. Dernier coup de tête dans le temps additionnel offre la victoire au camp de Boca, dès lors en ébullition. Encore une fois, River a chuté face au vieil ennemi qui se préoccupe plus de sa destinée que de sa réputation. La fête ne fait que commencer et tout le monde tient à y participer. Du côté des vaincus, on cherche au contraire à disparaître pour aller se lamenter chacun dans son coin. Les derniers hommages sont destinés à Maradona, qui de son propre aveu a le sang de Boca qui lui coule dans les veines. La couverture médiatique du match frise la saturation. Elle est même plus importante que pour la venue du pape, le football étant une vraie religion en Argentine. De nombreux disciples ont su capter l'attention du public avec chacun son style, comme Marcelo Arroyo, Mascaya Marquez et Victor Hugo Morales. Si les commentateurs locaux sont connus pour leurs envolées, Buenos Aires est aussi le siège du plus ancien et du plus populaire des magazines du continent, le vénérable El Gráfico. Bien que le jeu ait pris une nouvelle dimension, El Gráfico reste considéré comme la référence, avec les meilleures sources d'informations. Son style incisif et ses critiques assez dures ont provoqué de nombreuses controverses, mais sans vraiment écorner son image. Ce qui reste dans les mémoires, ce sont bien sûr les grandes unes, pour lesquelles aucune dépense n'est superflue s'il s'agit d'avoir l'image du jour. Le journal a aussi toujours su s'assurer les services des meilleurs journalistes et photographes d'Argentine. El Gráfico pouvant être en cela comparé avec Life ou Time Magazine. Le sujet le plus récurrent a bien sûr été Maradona, qui a eu droit à 62 couvertures.
El gráfico ha inventado prácticamente todo, es decir, la forma de cubrir los partidos la ha creado el gráfico en la República Argentina y se ha hecho una circunstancia difícil porque la gente que se va del gráfico o la misma lectura de la revista hace que otros medios nos empiecen a copiar. Sacando la pelota a la torre por el costado derecho, pero hay una incidencia en la que Francesco... Journaux et commentateurs sont un peu comme la main et les gants. Victor Hugo Morales est lui comme un peintre qui transmet sa passion par le pinceau, capable de rendre un match intéressant, même si celui-ci est ennuyeux. Et le but inscrit produit toujours une explosion unique. Autre commentateur très connu, Marcelo Arroyo, qui a même créé son école pour prouver combien le commentaire pouvait devenir un art. Tuve que agregarles algunos condimentos, algunas cosas como para que el espectador forme parte también y se sienta más allá de la actitud cómoda de estar en su casa viendo el partido por televisión, como si estuviese precisamente en la platea de cualquier estadio de fútbol. Es un estilo en el que recojo todos los datos objetivos que surgen, pero que subjetivizo con ellos y trato de formar un espectáculo en el que las metáforas, las ideas, la imaginación, un cierto desenfado permitan armar todo un espectáculo para los oídos. Enfin, la nouvelle mode est aujourd'hui à l'illustration en dessin. Il y a eu de nombreuses stars dans l'histoire du football argentin, comme Juan Moreno dans les années 40, le redoutable América Tesoreri dans les années 20, ou Tuco Mendes, là encore dans les années 40, au même titre que Raimundo Orsi et Luis Monti pendant la Coupe du Monde 1930. Le football argentin a été importé par les Anglais, venus développer l'activité maritime et ferroviaire du continent au XIXe siècle. L'un des pionniers s'appelait Alexander Watson Hutton, un professeur qui a tenu à développer le jeu dans des clubs tels que Alumni, Quilmes et Newell's Old Boys. Si le jeu a d'abord été celui des élites, il a très vite gagné les couches populaires, avec notamment l'énorme rivalité naissante face aux voisins de l'autre rive de la River Plate, l'Uruguay, d'où l'émergence du style Rio Platense. La première Coupe du Monde en 1930 met d'ailleurs aux prises les deux pays. La tension était telle qu'il y a même eu des menaces de mort contre les supporters argentins et que l'ambassade d'Uruguay a été victime de jets de pierre après la victoire 4-2 de la Celeste. Mejor no acordarme de ese campeonato. Sufrí por haber sido el más joven de todos, sufrí enormemente ese partido. Íbamos ganando 2-1 tranquilamente en el primer tiempo, fácil, y perdimos 4-2 de una manera que no lo puedo creer. L'Argentine et l'Uruguay deviennent d'ailleurs les références du football mondial des années 20 et 30. L'Argentine a dû cependant peu à peu changer sa politique pour éviter, avec l'émergence du football professionnel, l'exode de ses joueurs vers l'étranger et empêcher des pays comme l'Italie de naturaliser ses joueurs, à l'image d'Orsi et Monti, sous prétexte de vieux liens de parenté. Mais à mesure que le jeu s'est développé, le côté le plus féroce du tempérament latin est très vite revenu à la surface, provoquant parfois des débordements assez lamentables. La police étant souvent obligée de calmer les joueurs et la foule. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le football argentin voit l'émergence de la première grande équipe de River Plate, appelée la Máquina, avec son buteur Juan Moreno qui règne en maître. River qui va aussi dominer le championnat à cette période. Mais une fois encore, l'enthousiasme débordant mène à la catastrophe. Mécontents depuis longtemps de leur salaire, les joueurs se mettent en grève en 1947. Arrogants, les clubs refusent eux de plier, tout en étant persuadés que les joueurs vont capituler. C'était compté sans leur ténacité et deux autres facteurs, Adolfo Pedernera et la Colombie. Membre de la grande équipe de River, Pedernera reçoit une offre venue de Colombie, tout comme Néstor Rossi et le jeune Alfredo Di Stefano. Avec la création d'une nouvelle ligue dissidente, pas affiliée à la FIFA ou à la Fédération colombienne, les clubs profitent de la situation pour faire venir des joueurs du monde entier, à grand renfort d'argent. Les montants étaient tels que l'aventure est très vite devenue pour tous l'Eldorado.
La formule remporte un grand succès pendant 6 ans. Los Millonarios de Pedernera, Rossi et Di Stefano étant le champion incontesté. Los colombianos, como siempre tuvieron dinero, ya sabe de dónde, entonces crearon esa liga que no pertenecía a la FIFA. Entonces estaba la puerta abierta para que se llevaran a todo lo mejor. River perdió a Rossi y Di Stefano, que eran, digamos, las columnas vertebrales. Pensé yo que trayendo un jugador de valía de la Argentina hacia Colombia, si la transferencia internacional, repito, si la transferencia internacional podría arreglarse el problema argentino y el problema colombiano. El Dorado para el fútbol argentino fue una herida que no terminó siendo mortal, pero que de todas maneras dejó huellas muy profundas, teniendo en cuenta que se llevó casi lo mejor, lo trasladó, y los que quedaron aquí quedaron sin ejemplos. Rossi rentre au pays lorsque la grève s'achève en 1953. Pedernera reste lui en Colombie, alors que Di Stefano rejoint le Real Madrid, où il va devenir le meilleur joueur du monde. Malheureusement, les plus grands succès remportés par Di Stefano ne l'ont été qu'en club, puisque sa naturalisation espagnole ne lui a pas permis de disputer de Coupe du Monde. Mais ses 5 victoires consécutives en Coupe d'Europe des clubs champions lui ont assuré un statut éternel. Di Stefano is maybe the best overall player that I ever saw. He is the brainiest player that I ever saw. And I only saw him when he was in his 30s. He was a natural player with great skill, both feet, good in the air, scored goals, but had this wonderful brain that made the team tick. He was influential, more than any other individual player that I've ever seen. Di Stefano fue subestimado en una época que en el fútbol argentino lo único que importaba era la habilidad y la destreza. Y Di Stefano hizo fácil lo más difícil de todo. Por ahí fue el primero que le tocó llevar toda su sabiduría que encontró en los potreros de su barrio a Europa, y se prendió porque además de tener el talento del sudamericano tenía la potencia del europeo y fue un jugador muy completo. En Espagne, la place de Di Stefano dans l'histoire du Real Madrid se trouve toujours parmi celles des plus grands. Tan así que cuando llegó Di Stefano, el Real Madrid nada más que había ganado 2 campeonatos de liga y a partir de entonces pues ha ganado 24 más. Sa technique individuelle, ses qualités de buteur et sa polyvalence ont fait de lui un des joueurs les plus complets, au même titre que Pelé et Maradona. Avec l'instinct comme qualité première, Di Stefano avait aussi une lecture, une vision du jeu exceptionnelle. La plus grande performance de Di Stefano avec le Real reste aussi sans doute que depuis l'âge d'or du maestro argentin, le Real n'a plus jamais connu une telle domination. Y lo tuve como entrenador y me ha dejado muchísimas cosas como entrenador. Por ahí más que Menotti y que Bilardo. Pour un pays obsédé par le football, la fin de la grève est perçue comme un don de Dieu et un profond soulagement. Un échappatoire aussi, loin des tourments politiques qui sont devenus le quotidien des Argentins. Sous la dictature militaire du général Perón et l'aura d'Evita, le fanatisme politique a parfois aussi gagné les tribunes de football. Et bien sûr, Perón a su en tirer profit. Malgré les problèmes sociaux et l'attirance de l'Eldorado, les clubs de foot prouvent qu'ils n'ont pas tant souffert que cela et se relèvent très vite, à l'image de River, qui reprend sa domination sans partage, grâce à un football offensif reconnu comme l'un des meilleurs du monde. Yo creo que jugar al fútbol como jugaban ese equipo, yo creo que ahora tampoco juega. Por más que hagan sistema defensivo y sistema de ataque. Avec la mort d'Evita et la chute de Perón, le pays est plongé dans l'anarchie et secoué par des affrontements sanglants entre l'armée et les forces restées fidèles à Perón. Mais comme toujours, le football survit. L'Argentine retrouve le niveau mondial grâce à une confiance et un style qui devraient leur permettre de devenir champions. Grâce notamment à l'émergence de 3 adolescents, le Trio de la Muerte ou Trio de la Mort, emmené par l'excellent technicien Omar Sivori, et la force de frappe de Angelillo et Maschio. De quoi rêver à un futur radieux. Ils remportent tout d'abord facilement la Copa América. Le prochain défi est donc la Coupe du Monde 58. Mais sans ces 3 stars, soudainement devenus italiens. Más
actuación argentina en el Mundial de 1958 en Suecia, en donde en este país se creía que eran los mejores del mundo y no pudieron clasificar en primera ronda y terminaron goleados por Checoslovaquia por 6-1. La médiocre performance en Suède est ressentie comme un traumatisme en Argentine. L'instinct offensif du passé semble maintenant condamné et cède la place au cynisme et au négatif, soit aux antipodes de leur jeu naturel. La force, la violence prend le dessus et le jeu devient parfois ignoble. Et pour clore le tout, l'extra-sportif prend souvent le dessus. La Coupe du Monde 1966 en Angleterre voit débarquer une Argentine affaiblie. Emmenée par son instable capitaine Antonio Ratin, le refus de l'équipe de se soumettre à l'autorité précipite sa chute. Pourtant, bien que peu ménagé par les arbitres, son comportement fait que si l'équipe n'arrive pas à gagner, l'adversaire a bien du mal lui aussi. Mais il semble désormais que la zizanie générale est plus importante que la technique et le jeu. Yo solamente solicité el intérprete para aclarar algunas cosas y como capitán mostraba mi brazalete en el brazo izquierdo y de ahí se interpretaron algunas cosas malas. Quedó en el recuerdo porque fue una injusticia lo que pasó con mi persona. Le comportement colérique de Ratin ne fait rien non plus pour aider l'Argentine. De retour au pays, les troubles politiques s'intensifient avec l'émergence d'une nouvelle dictature, plus répressive encore, celle du général Jorge Videla. Le nouveau sélectionneur César Menotti est l'ultime jouet politique de la junte et bien sûr chargé de préparer la Coupe du Monde 78. Le but est aussi de donner au monde l'image d'un pays uni et calme et de cacher la réalité. Menotti est un choix surprenant. Mais il est aussi très individualiste et déterminé à renouer avec la fierté d'antan et le flair offensif. Il se retrouve donc soumis à une double pression, celle du monde du football et du gouvernement qui exige la victoire. En signe de protestation contre l'autorité, la foule décide de paver le chemin de Videla de confettis alors que la junte lui avait intimé l'ordre de ne pas le faire, un geste qui va devenir une tradition. Era una especie de respuesta política al proceso militar que imperaba en ese momento en la Argentina, ¿no? Era como una especie de rebeldía. L'Argentine va largement s'appuyer sur son buteur exilé en Espagne, Mario Kempes. L'équipe étant plus considérée comme outsider que favori. Seules les performances de Kempes vont permettre à l'Argentine de franchir les premiers tours sans trop d'encombre. Ha habido intimidaciones, todo se arregló con dinero. Es decir, el resultado de Argentina contra Perú es evidente que fue comprado. Me río porque es una fantasía, no hay nada que se pueda hacer en un campo de fútbol. El campo de fútbol, los jugadores son los más dignos del mundo que tiene esta profesión. La Junta estaba decidida o quería hacer todo lo posible porque se ganara el campeonato del mundo. Hay sospechas de que se compró un partido o un resultado frente a Perú que han quedado nada más que sospechas porque nunca aparecieron pruebas en contrario. Yo nunca tuve presiones extradeportivas. Las presiones las disfruto porque son de adentro de la cancha y yo tenía un gran equipo con grandes jugadores y fue el mejor equipo del 78 y uno de los grandes equipos de la historia del fútbol argentino. Ce qui inquiète en fait, c'est le match décisif contre le Pérou. Une victoire par 4 buts d'écart est impérative, sous peine d'élimination et d'assister à la fin des ambitions de Menotti et des plans de la junte. La rumeur circule que les deux gouvernements se sont mis d'accord, que les joueurs ont été soudoyés et drogués, et le fait que Quiroga, le gardien péruvien, soit argentin d'origine, n'apporte que plus de crédit à ces thèses, que d'autres démentent évidemment avec force. Aujourd'hui, le mystère reste toujours entier. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'après une petite frayeur, l'Argentine s'impose avec 6 buts d'avance. Pour la plus grande colère du Brésil, qui manque la dernière marche à la différence de but. La misma opinión lo tienen todos los argentinos, es decir, todos los hinchas argentinos
Es decir, cuando uno conversa entre nosotros, todos sonríen y reconocen eso. La Junta Militar en la Argentina fue capaz de cometer tantas atrocidades, si fue capaz de cometer un genocidio, ¿cómo no va a ser capaz de ayudar a lograr una Copa del Mundo? Ese trabajo de tantos años, por supuestas descalificaciones de este tipo, me revuelve el estómago. La finale oppose donc l'Argentine aux Pays-Bas, bien connus par les connaisseurs pour leur football total, mais qui évolue sans leur star, Johan Cruyff, absent en signe de protestation contre les crimes de la junte militaire. L'Argentine fait pourtant mieux que résister grâce encore à un Kempes incroyable et finit même par s'imposer 3-1 en prolongation. Menotti devient le nouveau héros et fait taire tous ses détracteurs. L'euphorie, la fête gagne la rue et le peuple qui se montre temporairement uni dans l'allégresse. Estábamos todos festejando con la banderita mientras que mataban a 30.000 argentinos. Ninguno mirábamos eso. Yo creo que si hubiera perdido el Campeonato Mundial de Fútbol, y esto lo sabía muy bien Videla, hubieran tenido que irse del gobierno. Villa Fiorita est un quartier pauvre du sud de Buenos Aires. Mais il est pourtant devenu célèbre car c'est celui où est né Diego Armando Maradona. Dans ce quartier, peu de place au rêve, ni au travail. Le football y est donc la seule motivation, ambition même, pour un jeune qui veut s'en sortir. Exceller ou disparaître, telle peut être la devise. Pas de place pour les deuxièmes. Et Maradona n'était pas seulement exceptionnel, mais surtout une source d'inspiration et un exemple pour les autres. Si les miracles existent, Maradona fait sûrement partie des élus. Maradona era un caso excepcional ya de chico. Era tan fabuloso que yo creí que no era de la edad que tenía, creía que era un enano. Porque en la categoría de él hacía cosas que eran muy superiores para donde estaba él. La merveilleuse technique de Maradona ne tarde pas à être découverte par le monde entier. Malgré la déception de ne pas avoir été retenu dans la sélection championne du monde par Menotti en 78, Maradona frappe les esprits au championnat du monde junior en 79. Une nouvelle star est née. Yo a Menotti eso jamás se lo voy a perdonar. Le quitó el mejor mundial a Diego. Para mí fue un fenómeno. Para mí me gustó más que Pelé. Maradona es un jugador increíble que ha logrado movilizar aún un poco más a los hinchas de Boca de lo que se movilizan por la camiseta en sí mismo. Maradona was the fastest runner with the ball that I've ever seen. Son transfert record à Barcelone ne va pas aider son adaptation déjà difficile. Et la Coupe du Monde 82 va provoquer plus de frustration encore, Maradona étant la cible permanente des joueurs adverses. Son transfert vers Naples est surmédiatisé. C'est le début d'une relation particulière, celle de la rencontre du paradis et de l'enfer. Le joueur et le club devant s'affirmer et s'imposer dans le championnat le plus difficile du monde. Maradona a carte blanche pour exprimer son talent et le public l'adore. Et il le lui rend bien. Il est donc prêt pour son couronnement. La Coupe du Monde mexicaine a sans aucun doute été celle de Maradona. Assez mûr et expérimenté, il était de loin encore meilleur qu'en 82. Il parvient même à transformer une équipe d'Argentine assez ordinaire en une équipe championne du monde, mais avec forcément son lot de controverses. La fameuse main de Dieu restera un incident qui le suivra à jamais. Tout comme d'ailleurs son deuxième but contre l'Angleterre, considéré comme le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Une action sublime qui va élever Maradona au rang de superstar et effacer une finale assez terne qui voit tout de même Maradona inspirer l'Argentine et vaincre 3-2 une équipe d'Allemagne défensive et sans beaucoup d'imagination. Pas de Menotti cette fois, mais un sélectionneur plus pragmatique, Carlos Bilardo,
qui peut remercier d'avoir disposé d'un Maradona à son apogée. Debemos estar agradecidos a los argentinos por todo lo que nos brindó y por todo lo que nos dio y por todo lo que nos hizo conocer a nosotros en cualquier parte del mundo. Como jugador es el número uno lejos, pero lejos, de toda la historia que a mí me tocó vivir el fútbol, de todo lo que conozco. Maradona es un genio. Alors que le génie excellait, il a aussi démontré qu'il ne savait pas vraiment faire la différence entre les notions de bien et de mal. Héros pour beaucoup, Maradona se livrait déjà dans l'intimité à son autodestruction, avec des médias forcément prompts à crucifier l'icône. La drogue et le manque de confiance en soi qui en découlent ont commencé à éroder le talent qu'il pensait tenir de Dieu. De retour à ses premières amours, les rêves de Maradona n'ont souvent provoqué que des désillusions et prouvé finalement qu'il n'était qu'humain après tout, laissant surtout sa famille à sa peine et son désespoir. Il va défier la chance une dernière fois lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, ajoutant une nouvelle pièce à un dossier déjà conséquent. Le scandale de la drogue explose cette fois complètement, impliquant son agent Guillermo Coppola, avant que l'idole n'avoue sa dépendance et appelle à l'aide. Lamento todas las cosas que le están pasando, sinceramente, porque lo adoro tanto que sufro en el alma de ver lo que le está pasando, ¿no? Pero se sabe que en el fútbol todo pasa, incluso los grandes jugadores tienen que admitir que llega un punto que lamentablemente esto es un juego y pasa el tiempo para todos. Outre le souvenir récurrent de Maradona à son apogée, l'un des thèmes les plus évoqués en Argentine a souvent été de savoir quelle était la meilleure équipe championne du monde, celle de Menotti ou celle de Bilardo. La performance de Maradona en 86 a bien souvent occulté la force de Bilardo, qui a pourtant su apporter une meilleure assise défensive à son équipe qu'en 1978. Bien que Menotti ait su cultiver une image et un esprit à multiples facettes au cours des années, ses succès en club et au niveau national restent assez rares. Mais il faut lui reconnaître qu'il n'a jamais dévié du vieil idéal de l'esprit offensif. Étant issu des très négatives années 60, Bilardo a toujours cru et poursuivi l'idéal du résultat, où la rigueur est préférée à la finesse. Sería demasiado tonto si a los hombres los separara el fútbol. Yo creo que la separación es mucho más profunda. Es una manera distinta de interpretar la sociedad, una manera distinta de entender el fútbol y el deporte, una manera distinta de entender la vida. Segundo no le sirve. A mí me parece un disparate que el objetivo sea ganar. Este es el prototipo de una sociedad moderna donde se le hace creer a los jóvenes que hay que llegar a los lugares de cualquier manera. De ganar un campeonato del mundo es siempre importante. Creo que no importa la metodología o el sistema, es muy importante ganarlo. En tant qu'arbitre de Buenos Aires, Florencia a toujours combattu le système pour se faire accepter. Son ascension ressemble plus à un parcours d'obstacles contre les préjugés et les politiques qu'à une reconnaissance de ses compétences. El fútbol para mí es toda mi vida. Yo siento que me puedo llegar a morir si no dirijo. Me siento muy incómodo dentro de la cancha. Para mí es un deporte de hombres, tiene que ser dirigido por hombres. El fútbol y la política van los dos juntos, porque, por ejemplo, nuestro presidente Menem es fanático de River. Menem recomendó poner a Pasarela en la selección. L'implication du président Menem dans le football est bien connue. Il a particulièrement savouré la victoire de 78, qui l'a renforcé dans sa conviction que la prochaine fois, la victoire devait être celle d'une Argentine démocratique. Esto lo vengo diciendo hace muchos años. La política y el fútbol ya no se para más. En los países de América, el presidente recibe siempre a los jugadores. Difícil separar la política con el fútbol, porque sabemos que hay muchos políticos que son hinchas de distintos clubes. La passion que suscitent les clubs argentins n'a pas d'égal dans le monde. C'est aussi bien sûr la raison pour laquelle le pays n'a jamais vu sa source de jeunes talents se tarir. Alors que d'autres pays éprouvent toutes les peines du monde à remplacer leur génération de stars, l'Argentine dispose d'un formidable réservoir
en passant par les champions du monde des moins de 20 ans à l'équipe senior. Alors que l'Italie était auparavant considérée comme la panacée, les clubs argentins sont aujourd'hui devenus des clubs formateurs, protégés par de nouvelles lois, contre les naturalisations et les liens de parenté assez éloignés. Surtout que désormais, l'approche est beaucoup plus professionnelle, en commençant par les stricts centres de formation pour les plus jeunes. Le spectre de Maradona reste néanmoins très présent, notamment en ce qui concerne l'héritage qu'il a laissé à Naples. Savoir si 20 ans de dépendance à un seul joueur peuvent s'effacer aussi facilement reste source de débat. Mais le football argentin dispose d'un très riche héritage qui devrait lui permettre de rester une des meilleures équipes du monde dans les années à venir.